Aujourd'hui, on sait qu'on a quelque chose à faire, notamment avec ces pesticides qui contaminent tout, et ça va être aussi l'objet de ma présentation. Et c'est la première fois qu'on a autant modifié l'écosystème et le vivant. Vous savez que 20 à 30%, selon les embranchements des êtres vivants sur la planète, 20 à 30% des espèces ont disparu. Chaque espèce vit au moins grâce à 200 autres, et 20 à 30% des espèces qui disparaissent, c'est 20 à 30% des briques d'une pyramide sur laquelle on est assis. Donc, on va risquer finalement de détruire ce vivant qui a mis 4 milliards d'années à se construire. Et c'est la plus grande extinction des espèces depuis le début de l'humanité, et 1360 experts de 95 pays de l'ONU admettent que c'est la 6e extinction des espèces. Donc il y a quelque chose à voir avec la biodiversité. Et on ne pourra pas ne pas passer au crible du sujet de la biodiversité des OGM, s'ils doivent devenir, comme ils sont par exemple au Québec, 50% de l'agriculture du maïs. Et donc, c'est la première fois en même temps que nous avons autant maîtrisé, entre guillemets, moi je trouve qu'on ne la maîtrise pas du tout, mais la reproduction. Par exemple, en réussissant le clonage des mammifères. Mais cette réussite n'est que relative dans la mesure où il y a 99% d'échecs chaque fois qu'on essaye un clonage. Ce qui fait que si, par exemple, on imaginait le faire pour l'espèce humaine, avant toute réflexion éthique, il faudrait remarquer que biologiquement c'est un crime contre l'humanité, puisque ça donnerait 99% d'anormaux ou d'anomalies. Donc on va jusqu'à modifier artificiellement le patrimoine héréditaire des êtres vivants à une vitesse industrielle. C'est la première fois qu'on est capable de le faire dans l'histoire de l'humanité, c'est la fabrication des OGM. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas, dans un tel contexte, simple de se questionner sur les risques environnementaux et de santé publique d'une technique aussi puissante? Le nier ou dire que ce n'est pas la peine puisqu'il y a quelques comités dans le monde qui s'en sont occupés, ça serait donc finalement presque de l'inconscience, étant donné la puissance même de la technique. Ça ne serait pas reconnaître la capacité qu'a la technique de transformer le vivant. Voici cette croissance de la population humaine sur la planète qui nous fait dire qu'on va manquer de nourriture et qui fait dire à quelques-uns, écoutez, on va devoir surproduire les plantes que nous produisons actuellement. Vous avez une croissance exactement comme un mur, exactement comme une population bactérienne quand on a contaminé la veille au soir avec quelques bactéries anaérènes, c'est-à-dire un litre de culture, de milieu de culture. Et pendant longtemps, eh bien, ça reste à peu près stable, et à un moment donné, une croissance exponentielle s'établit, tout simplement parce qu'il y a une croissance exponentielle des bactéries, et en même temps, on a un manque d'eau ici. Cette croissance exponentielle de l'espèce humaine comme un milieu bactérien bien fait que si on compare notre Terre en milieu de culture, parce que finalement notre Terre est un milieu fermé, vous savez, on n'échange pas notre atmosphère avec les étoiles, heureusement si on n'aurait plus d'atmosphère, sinon on n'aurait plus d'atmosphère depuis longtemps. Donc notre Terre est un sac fermé aujourd'hui, et donc ça veut dire qu'on va peut-être se comporter comme les bactéries qui s'empoisonnent une fois qu'elles ont atteint les limites du milieu de culture dans lequel elles croissent, si on continue à croître. Notre seule chance, notre seule finalement victoire, c'est la conscience que nous avons de ce que nous avons sur l'environnement. Et si vous l'avez remarqué, au cours des 10-20 dernières années, mais de plus en plus au cours des années qui viennent de se terminer, nous parlons de protocoles internationaux, c'est-à-dire qu'avec la mondialisation, va une prise de conscience internationale au sujet des effets de l'humanité sur l'environnement. Alors, nous avons, c'est l'autre bonne nouvelle, toutes les solutions pour agir. C'est-à-dire que quel que soit le problème, nous savons aujourd'hui, et je vais vous le montrer, nous savons comment agir pour avoir des résolutions aux grands problèmes de l'humanité. Finalement, le seul hic, c'est que ça nécessite un changement de système économique. Parce que notre système économique, il a été inventé au XVIIIe siècle. Il a été inventé comme si le monde était infini, sans compter l'épuisement des ressources, sans compter la pollution. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un système fini. Et tous les calculs de la croissance, le PNB, le PIB,
deviennent biologiquement faux aujourd'hui par rapport à notre système. Alors, changer de système économique, c'est une crise sociale, c'est une redistribution des richesses. En tout cas, ça a toujours été ça dans l'histoire des hommes. Ça s'est toujours passé comme ça et ça a toujours eu lieu. Et c'est cela dont nous avons peur. En tout cas, ceux qui tiennent les rênes ne veulent pas. Et c'est ça notre grand défi, c'est de faire en douceur. Donc, vous voyez bien, on va à la crise. Et une crise n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est aussi quelque chose dont on peut sortir grandi. En tout cas, c'est ce que nous disent tous les psychologues de notre vie. Avec l'avènement de la médecine pasteurienne, de l'hygiène antimicrobienne, de courant, avec vous, la production de masse, on a gagné en espérance de vie. Et il faut donc remercier le système qui nous a fait gagner en espérance de vie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire, écoutez, tout ce système qui a permis une productivité générale après la Deuxième Guerre mondiale, finalement, on doit cracher dessus parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il est arrivé à saturation. C'est un système qui a eu cours. Le problème, et qui a servi. Le problème, c'est de toujours continuer dans un même système quand il ne fonctionne plus, quand il est arrivé, disons, à saturation. Et on a beaucoup négligé, comme je vous le disais, l'épuisement et l'empoisonnement des ressources, faisant comme si notre système était infini. Nous, au laboratoire, on s'est donc dit, on va travailler sur les raisons pour lesquelles on ne comprend pas l'épuisement du système, la pollution du système au niveau scientifique. Et il y a trois grandes raisons. C'est la façon dont les xénobiotiques, c'est-à-dire les polluants imaginés par l'homme, les produits qui sont synthétisés par l'homme depuis la Seconde Guerre mondiale, que je citais tout à l'heure et qu'on retrouve dans notre sang, et en particulier les pesticides, puisque ce sont les seules substances volontairement toxiques, volontairement répandues dans l'environnement en temps de paix, la façon dont ces produits s'accumulent dans l'organisme, la façon dont, par exemple, il y en a plus dans la graisse de porc que dans les céréales, si on en a répandu sur les céréales, parce que ça s'est accumulé dans la chaîne alimentaire et qu'il a fallu énormément de céréales pour faire un porc. Et puis, la façon dont les produits agissent ensemble. Et vous allez voir qu'on travaille sur des produits en dessous du seuil d'autorisation, mais qui en combinaison ont des effets comme s'ils étaient 10 fois au-dessus du seuil. Et puis, les effets à long terme, les effets différés, les effets transgénérationnels. Par exemple, on découvre aujourd'hui des effets épigénétiques qui font que sur 3 générations, des femelles délaissent des mâles dont les grands-pères ont été exposés à des pesticides. Donc, on a des données scientifiques de plus en plus pour se rendre compte qu'il y a des anomalies qui ne sont pas seulement au niveau du patrimoine génétique lui-même dans sa séquence, mais au niveau de son habillage, au niveau de son environnement direct, et tous ces effets sont finalement les mystères aujourd'hui qui nous empêchent de passer un paradigme qui ferait qu'on n'aurait plus de débat sur le rôle ou pas des pesticides dans le cancer, dans les maladies de Parkinson, d'Alzheimer, dans les maladies nerveuses, donc dans les maladies immunitaires, dans les maladies de la reproduction, etc. Une des clés, c'est que souvent ces xénobiotiques sont imaginés pour être stables et toxiques, et ou toxiques. Donc pour les pesticides, ils sont imaginés pour être toxiques sur un niveau de l'écosystème, donc ils peuvent avoir des effets secondaires comme tout principe actif. Vous savez, tout médicament fait pour soigner a des effets secondaires, on voit la liste dans les boîtes. Donc il est clair que, pourtant c'est fait pour être un produit qui soigne, il est clair que tout produit fait pour tuer peut avoir ces mêmes effets secondaires à un niveau ou à un autre de l'écosystème. Donc tout dépend de ce qu'on étudie. Et ces produits, soit ils sont faits pour être toxiques, soit ils sont faits pour être stables, comme les isolants électriques, les retardateurs de flamme, etc. Parce que s'ils n'étaient pas stables, ils ne seraient pas actifs. On n'imagine pas des isolants électriques qui se dissolvent à la première pluie. Donc, ces produits sont faits pour être stables, mais ils se dégradent quand même, ils terminent en poussière, et ces poussières sont suffisamment fines pour